Mes amis, bonjour. Cela me fait énormément plaisir de participer au 8e Salon international de l'AMECO et 4e Salon africain de médecine générale. Cela me fait énormément plaisir de voir mes confrères de toutes les villes et de la région du Maroc. Cela me fait énormément plaisir de voir nos chers maîtres et conférenciers nationaux et internationaux. Bravo à l'AMECO. Depuis 23 siècles, l'homme a cherché toujours à améliorer ses performances sexuelles. Pour 3 raisons. La première raison, c'est pour avoir une force sexuelle surnaturelle. Je vous rappelle, il y a à peu près 23 siècles, les premiers empereurs de Chine, 2 siècles avant Jésus-Christ, ils étaient obligés d'avoir 1000 femmes. Ils devraient avoir 3 forces, la force musculaire, la force de l'épée et la force sexuelle. Et la deuxième raison pour avoir une force sexuelle importante, c'est la boulimie sexuelle, c'est-à-dire 5 rapports sexuels par jour. Ils étaient insuffisants pour attiser la soif. Et je donne simplement un seul exemple, c'est l'exemple du roi Louis XIV, qu'on appelle le roi Soleil. C'est lui qui a construit le château de Versailles et il a fait construire justement des passages clandestins pour faire entrer les conquêtes de l'extérieur jusqu'aux loges royales. Et tout ce qui circule XX dans les loges royales, il doit passer obligatoirement dans le lit royal. Et c'est Louis XIV qui a fait entrer de la Chine la première plante qu'on utilise jusqu'à maintenant. Et la troisième cause pour laquelle les gens cherchent à améliorer la fonction érectile, c'est la maladie, c'est la dysfonction érectile, et c'est notre sujet. La dysfonction érectile ou le trouble érectile, justement, c'est une incapacité persistance d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel satisfaisant. Ça doit se répéter à chaque rapport sexuel et soit durer plus de 3 mois. La prévalence de la dysfonction érectile, elle est importante. Vous allez voir, en 1995, c'est à peu près 155 millions. Et en 2025, il y aura plus de 320 millions de personnes qui ont une dysfonction érectile. Avec le diabète, surtout avec l'ancienneté du diabète, un diabétique qui a plus de 10 ans d'ancienneté, 50% des diabétiques vont avoir une dysfonction érectile. Malheureusement, souvent, la dysfonction érectile, c'est le premier signe révélateur du diabète. Aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2, la dysfonction érectile, elle est fréquente. Alors, la physiologie de l'érection. Il y a l'érection pathologique, c'est le priapisme. Il y a l'érection normale, et l'érection normale, qui n'est pas habituelle, c'est l'érection nocturne, c'est l'érection matinale. Il n'y a pas de stimulation sexuelle. Et il y a l'érection normale, habituelle, dont je vais parler. Dans cette érection habituelle, 3 éléments sont importants, s'il vous plaît. La première, c'est la stimulation sensorielle érotique. Il est obligatoire. Tout à l'heure, on va y revenir. Puis, il y a 2 messagers importants. C'est le monoxyde nitrique et le deuxième messager, c'est le GMP cyclique, la guanosine monophosphate cyclique. Alors, après une stimulation sensorielle érectile, il y a libération par les nerfs érectiles et les cellules endothéliales érectiles du monoxyde d'azote qui va justement agir sur une enzyme, c'est la guanylyl cyclase qui va entraîner la synthèse du deuxième messager, c'est la GMP cyclase, guanosine monophosphate cyclique, qui va entraîner la relaxation des muscles lisses du tissu caverneux et surtout le remplissage du sinusoïde caverneux pour donner l'érection.
Ce processus, c'est un processus neurovasculaire. L'érection, c'est un processus neurovasculaire. Tout ce qui altère le système neurovasculaire va nous donner une dysfonction érectile. Mais ce processus va simplement durer quelques minutes, car il y aura une enzyme, c'est la phosphodiesterase 5 qui va inhiber justement la GMP cyclique, et ici, l'érection va se mettre à la fin. La dysfonction, et la physiopathologie et les étiologies et les causes sont multiples. J'ai surtout les maladies vasculaires, le diabète, les drogues, les troubles hormonaux, les traitements médicaux, les infections neurologiques, la chirurgie pelvienne. Tout ça, ce sont les causes des troubles érectiles. Chez les diabétiques, la dysfonction érectile est multifactorielle. La neuropathie diabétique, les troubles vasculaires, la microangiopathie, la macroangiopathie diabétique et aussi l'hypogonadisme et les facteurs psychologiques et la dépression sont les facteurs importants pour le diabétique. La dysfonction érectile chez les patients diabétiques, elle est mal vécue, elle est mal acceptée et c'est la troisième complication qui n'est pas du tout voulue après la cécité et après l'insuffisance rénale terminale. Vous voyez que la dysfonction érectile, justement, elle altère justement la dégradation et la qualité chez les diabétiques. Les facteurs qui peuvent augmenter la prévalence de troubles érectiles chez les diabétiques, c'est l'âge. Elle augmente avec l'âge, l'ancienneté du diabète, le déséquilibre du diabète et la présence des complications aussi dégénératives micro- et macrovasculaires. La biologie, quand on a un malade, justement, qui aime toujours faire un bilan, il y a le bilan standard, la glycémie à jeun, les glycémies postprandiales, l'hémoglobine glycée, le bilan lipidique, la fonction rénale, la fonction hépatique, tout ça. On demande aussi une PSA, la prostate, le bilan hormonal, la testostéronémie totale, c'est le bilan standard avec un bilan hormonal et la PSA. Et aussi, on cherche, est-ce qu'il n'y a pas de maladie neurologique, vasculaire, est-ce qu'il n'y a pas des traitements, c'est surtout les diurétiques, les bêta-bloquants, certains traitements qui peuvent aussi donner le trouble. Alors, la dysfonction érectile et le risque cardiovasculaire. Dysfonction érectile, c'est dysfonction endothéliale, c'est obligatoire, ED égale ED. Quand il y a une dysfonction érectile, il y a une dysfonction endothéliale. Et la dysfonction érectile, c'est un facteur de risque d'ischémie myocardique silencieuse. C'est comme le pied diabétique. Un diabétique qui a un pied diabétique, c'est quelqu'un aussi qui a un problème cardiovasculaire. Un diabétique qui a une dysfonction érectile, ce diabétique peut aussi avoir une maladie cardiovasculaire silencieuse. La dysfonction peut être considérée comme un marqueur clinique prédictif d'événements cardiovasculaires potentiellement fatals. Souvent, chez les diabétiques aussi, on trouve un hypogonadisme et on voit ici la relation entre hypogonadisme et dysfonction érectile. Elle est plus fréquente chez les diabétiques qui sont en bleu par rapport aux non-diabétiques. La prise en charge d'un trouble de l'érection. D'abord, c'est la prise en charge psychologique, sexologique, qui sont très importantes. Tout à l'heure, je vais dire un petit mot en détail. La prise en charge de toutes les maladies, en dehors du diabète, de l'hypertension artérielle, des dyslipidémies, de la dépression. Et ici, quel traitement il faut donner et quand est-ce qu'il faut le donner? Alors, il y a 3 étapes. Après, bien sûr, les conseils psychologiques et l'éducation, le traitement oral, c'est la première étape, le traitement local et les traitements chirurgicaux. Nous tous, en dehors des urologues, c'est surtout le traitement oral. Certains médecins, on peut donner le traitement local et le traitement chirurgical, c'est surtout les urologues qui donnent ça. Alors, le premier traitement, première attention, ce sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Maintenant, il y en a 5, il n'y a pas 4, il y a maintenant 5.
La deuxième étape, c'est les instillations intra-urétrales ou les injections intracaverneuses, et les moyens mécaniques, c'est en troisième étape. Le traitement oral, c'est le traitement essentiel de la dysfonction. On utilise les inhibiteurs des phosphodiesterase type 5. Ils étaient commercialisés en 1998. Ça fait maintenant 21 ans que ces produits existent. Alors, ces molécules bloquent la dégradation enzymatique de la GMP cyclique dans les corps caverneux et induisent une relaxation des fibres musculaires et vasodilatation. Et on va aller voir ici leur action. Ici, c'est ce schéma que j'ai montré tout à l'heure. Pardon. Cette enzyme-là, c'est la phosphodiesterase 5. Alors, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, justement, ils bloquent la dégradation de cette GMP cyclique, ils altèrent cette enzyme-là, ils empêchent justement la relaxation. Les produits, la seldinafil, la vardenafil, l'avanafil, la tadalafil, l'idinafil, c'est la dernière coréenne qui vient de sortir il y a 1 an ou 2 ans maintenant. Alors, ces traitements, on les donne soit à la demande, si besoin, 30 minutes avant un rapport, soit, justement, on peut les donner quotidien, c'est surtout la tadalafil qu'on donne quotidien, à petite dose. Tous ces produits, avec leur générique, existent au Maroc. La tadalafil, on peut la donner soit avec 5 mg tous les jours, ça coûte cher, ou 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Alors, si on fait 2 jours, moi je les recommande le mardi et le vendredi, ou le lundi et le jeudi, soit 3 fois par jour, lundi, mercredi, vendredi, parce que ça agit 36 heures. La durée d'action, vous avez vu ici justement la durée d'action, avec la tadalafil, c'est entre 24 et 36 heures, et les autres molécules, c'est 4 heures. Mais la dernière, c'est 13 heures. La dernière, l'idinafil, la dernière coréenne, c'est 13 heures de l'action. La demi-vie, c'est 13 heures. Les effets secondaires, c'est surtout les céphalées, les vertiges, les douleurs musculaires, les troubles de la vision. Les contre-indications, c'est les personnes cardiaques, c'est l'association avec les dérivés nitrés, c'est surtout les hommes chez qui l'activité physique doit être limitée. Le premier message, s'il vous plaît, j'ai dans cette présentation 2 messages. Le premier, c'est celui-là. Le premier message. La stimulation sexuelle, elle est nécessaire. Donner simplement une ordonnance à un malade avec un produit, c'est insuffisant. Les inhibiteurs ne sont pas des aphrodisiaques, s'il vous plaît. Il faut une stimulation sexuelle importante. Certains malades pensent que ces pilules sont des télécommandes on-off. C'est-à-dire, ils prennent la pilule, ça y est, ça va marcher. Pas du tout. La stimulation sexuelle, c'est important. Et c'est ça, c'est le plus important. Le premier message, c'est tous nos malades qui ont 70 ans d'âge ou 80 ans d'âge, qui sont diabétiques, c'est des gens analphabètes. Prendre un comprimé, c'est insuffisant. La stimulation, s'il vous plaît, ça rentre dans l'éducation diabétique thérapeutique. Les Européens, ils le savent, on doit le savoir. Alors, une personne, c'est le premier message, qui vient chez nous, analphabète, illettré, le jour où il va prendre ce comprimé, on lui dit d'aller au bain mort, de se parfumer, d'être gentil, un thé, c'est pas du champagne, alors, c'est important des dates, des amandes, des fruits secs avec sa femme, le hajja, ça améliore, croyez-moi. Mais le comprimé, tout seul, c'est insuffisant. D'accord, c'est le premier message. Pas simplement une ordonnance, mais prendre 1 ou 2 minutes pour expliquer. D'accord, c'est le premier message. Alors, la stimulation, parce que c'est la stimulation sexuelle qui va donner le premier message, c'est l'oxyde nitrique. Sans l'oxyde nitrique, il n'y aura pas d'érection. D'accord?
Alors, ce qu'il faut retenir, les inhibiteurs de la phosphodiesterase sont efficaces dans simplement 75% des cas. 2 modes de traitement médicamenteux peuvent avoir soit à la demande, besoin, c'est-à-dire 30 minutes avant chaque rapport, ou chaque jour, mais ça revient cher. Les traitements de deuxième intention, les injections intracaverneuses, on ne les utilise pas, c'est surtout les urologues qui les utilisent. En pratique clinique, c'est ça le deuxième important. Précaution thérapeutique. C'est le statut cardiologique des patients. S'il vous plaît, c'est le deuxième message important. Alors, le patient est-il capable d'avoir une activité sexuelle? Un malade qui vient chez nous avec 80-85 ans, diabétique, cardiaque, ischémique, qui se marie avec une jeune femme et il veut revenir à Nas, c'est difficile, c'est pour ça. Alors, d'accord. Et je vous donne un exemple. Ahmed, âgé de 60 ans, diabétique type 2 avec dysfonction érectile. Quel âge il a ce patient? J'ai ici amené un logiciel, mais il n'a pas marché. J'aurais aimé vous donner ce logiciel pour vous donner son âge exactement. Quel âge il a ce monsieur? Diabétique. Il a 78 ans, les artères. 78 ans. S'il est diabétique et hypertendu, il aura 85 ans, les artères. C'est pour ça important. Un diabétique, quand il vient chez nous demander justement une aide, il faut voir son âge artériel. C'est important, d'accord? Alors, quel âge il a? Regardez-moi, c'est 78 ans. C'est l'âge de ses artères. Et ça, c'est le deuxième message et c'est la fin de mon exposé. Chez un diabétique âgé, la dysfonction érectile est un marqueur clinique prédictif d'une maladie cardiovasculaire sérieuse jusqu'à preuve de contraire. Le corps humain, c'est comme le moteur d'une voiture. Cette voiture, il veut faire Paris-Dakar. À un certain moment, le moteur ne marche pas. C'est-à-dire, il faut la pousser. Et c'est comme ça notre cœur. C'est-à-dire, avec l'âge, le temps et l'usure, tout effort doit être raisonnable et proportionnel aux capacités physiques du corps. C'est pour ça un diabétique qui vient toujours voir son côté cardiovasculaire. Et je vous remercie. Tous nos remerciements, Dr Khlafa. Je vous remercie beaucoup pour l'aperçu sur l'histoire. Je ne savais pas que le roi de France était si fort. Merci beaucoup pour ce bref aperçu historique. Mon Ismaël, il avait 500 femmes, vous avez raison. Oui, bon, il y a une différence entre avoir 500 femmes et avoir 500 érections. Ça, c'est pas l'évidence. Et effectivement, alors toute la cour royale de Louis XVI, pas simplement les médecins, tout le monde cherchait justement, parce que le roi, son humeur, toute sa capacité dépendait de est-ce qu'il a fait bien tous ses rapports ou non. Et c'est eux qui ont lu un livre de Marco Polo, c'est Marco Polo qui était en Chine, il a décrit une plante, je ne dis pas son nom, sinon je vais faire la publicité gratuite, justement, et Louis XIV, amenez-moi cette plante, et c'est cette plante maintenant qui est dans le monde entier. Je vous remercie. Est-ce que le professeur Fatemi est avec nous? S'il vous plaît, je vais vous rappeler un petit peu une histoire pour simplement une minute, avec la permission de Sil Zrak. Bien sûr, bien sûr. L'histoire de la découverte des inhibiteurs de la phosphodiesterase. Est-ce que vous connaissez son histoire? Moi, j'ai enlevé la photo, c'était la première photo. Alors, en 1991, je vous donne l'histoire. Une minute, même pas une minute. En 1991, un laboratoire américain a trouvé une bonne molécule pour traiter l'angine de poitrine. Très bonne molécule. Quand elle était à la phase clinique, alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que les malades à qui ils donnaient la pilule chaque jour,
c'est des personnes âgées, Ils avaient un effet secondaire. Alors, tous les malades, ils avaient un effet secondaire, mais aucun malade ne s'est plaint. Aucun malade n'a signalé cet effet secondaire. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine que des malades ont des effets secondaires, ils ne respectent pas. Alors que nous, on sait très bien quand un malade a un effet secondaire, c'est l'Internet, il est sûr. C'est le médicament, il arrête, il vient respecter. Mais ce produit que les Américains ils ont donné en 1980, il a donné des effets secondaires et tous les malades ne sont pas plaints. Qui s'est plaint? Les infirmières. Ils ont remarqué que les papis à qui ils donnaient ce comprimé qui était docile, timide, pas bavard, tranquille, au bout de 2 jours, ils sont devenus joyeux. Ils dansent, ils chantent, et ils ont commencé à leur faire justement l'harcèlement. C'est pour ça qu'ils ont changé l'indication de ce produit au lieu de l'angine de poitrine pour le donner pour la dysfonction. Et en 1998, le premier, c'est la sildenafil qui est sortie. Merci, Dr Khlafa.